Je remercie les organisateurs de l'AFRAVI pour l'opportunité qui m'est donnée de venir vous présenter aujourd'hui notre travail en faveur d'un meilleur accès des populations hautement vulnérables sur notre territoire aux nouvelles stratégies de protection contre le VIH. Le contexte général de la PrEP en France métropolitaine, c'est une infection concentrée avec une incidence qui ne baisse pas, enfin qui ne baissait pas en tout cas jusqu'à maintenant chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, qui représentaient plus d'une nouvelle infection diagnostiquée sur 2. Et dans ce contexte, il y a eu une mobilisation très forte pour implémenter la PrEP depuis début 2016 dans cette population, avec aujourd'hui, je pense, à peu près 8000 personnes sous PrEP en France qui sont quasi exclusivement des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. À l'hôpital Saint-Louis, où j'étais assistante à l'époque, les résultats hautement significatifs de l'essai hypergay ont conduit à une demande rapide d'hommes très homogènes, très intégrés. On le voit sur la partie droite de la diapositive, chez un schéma de Constance Delogère, qui est virologue à Saint-Louis, et qui montre que c'est vraiment tous des petits hommes blancs très identiques, qui ont eu accès très rapidement en 2016 à cette prophylaxie, qui répondait à leur vulnérabilité, parce que c'était une vulnérabilité très circonscrite au VIH, liée au fait d'avoir des rapports multipartenariaux avec des hommes sans utiliser des préservatifs. Et en ça, la PrEP était une réponse assez simple et assez efficace pour les protéger du VIH. Je travaille aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, qui est un département situé au nord-est de Paris, un département pauvre, marqué par une forte prévalence de population étrangère, 20% de la population, et une contribution croissante à l'accueil des primo-arrivants, qui sont de plus en plus des primo-arrivantes, de plus en plus éduqués, avec des niveaux d'instruction élevés, et qui rencontrent, en arrivant en France, une précarité très longue. L'enquête parcours l'a très bien démontré, 6 ans en médiane pour les femmes, 7 ans pour les hommes pour accéder à un premier logement, à un titre de séjour de plus d'1 an et à une activité génératrice de revenus. Et cette longue instabilité expose les femmes et les hommes originaires de cette partie du globe à des risques vis-à-vis du VIH qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je reviendrai là-dessus dans mes illustrations en matière d'exposition au VIH. En tout cas, 7 nouvelles infections diagnostiquées chez nous sur 10 sont réalisées chez des personnes qui sont nées en Afrique subsaharienne. Proportionnellement, depuis 10 ans, la proportion d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes parmi les nouveaux diagnostics augmente aussi en Seine-Saint-Denis. D'abord du fait de l'expansion urbaine. Il y a des hommes de la diapositive précédente qui font comme moi, qui achètent une maison avec un poêle à bois un peu plus loin de Paris et qui ressemblent du coup dans leur prise en charge à ceux que je voyais à l'hôpital Saint-Louis. Mais il y a aussi des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui ne sont pas tout à fait dans le même profil que précédemment, qui sont un peu plus éloignés de la prévention et du soin, un peu moins intégrés socio-économiquement et pour certains un peu moins identitaires, un peu moins affirmés dans leur identité gay, ce qui est aussi une exposition un peu différente au VIH et un accès probablement un peu différé à la PrEP. J'ai extrait les données de ma file active, qui a évidemment rien de représentatif, mais c'était pour regarder un petit peu entre les personnes que je suis pour le VIH et les personnes que je suis en PrEP, quelles sont les différences, et elles sont majeures. Plus d'une personne sur 2 que je suis et que je suis nouvellement aussi, les nouveaux diagnostics qui sont portés à l'hôpital de Montreuil pour une infection par le VIH sont des femmes qui sont originaires d'Afrique de l'Ouest et centrale, majoritairement francophones. Alors qu'en PrEP, vous le voyez sur la partie droite, la petite proportion dorée du camembert, elles sont tout à fait minoritaires malgré l'effort qu'on fait pour pouvoir les faire bénéficier de cette nouvelle stratégie de protection. Donc on est très loin de la cohorte idéale qui serait d'avoir mis sous PrEP les femmes qu'on aurait vues ou les hommes migrants qu'on aurait vus dans quelques années dans nos files actives VIH s'ils n'avaient pas eu la possibilité de bénéficier d'une nouvelle stratégie de prévention. C'est ce que j'ai illustré sur le haut de la diapositive. Quand on a monté la consultation de prévention du VIH à l'hôpital de Montreuil fin 2016, on a fait face à une demande qui émanait exclusivement de HSH. C'était très facile, il y avait une adresse mail, ils envoyaient des messages, ils programmaient leur agenda, ils faisaient leurs examens en laboratoire de ville, ils scannaient les résultats, ils venaient pour la plupart à l'heure au rendez-vous le jour fixé. Au CEGID, donc le Centre de santé sexuelle, et à travers l'émission Hors les murs qu'on a pu faire avec le CEGID et les partenaires associatifs, on a identifié une population hautement à risque de contracter le VIH, beaucoup plus hétérogène que cette population HSH,
qui n'étaient jamais en demande de PrEP. Dans 100% des cas, ces autres populations vulnérables du rapport Morla, c'est nous qui sommes venus avec une offre de PrEP et on a pu y venir que très tard, après avoir éclusé de nombreuses problématiques. Une partie de ces personnes, pas toutes, sont dans des problématiques de survie immédiate et des vulnérabilités qui sont multiples. Du coup, la vulnérabilité au VIH est la dernière petite poupée russe qui est imbriquée dans toutes les autres vulnérabilités dont elle est la conséquence. On avait, je vais y revenir plus tard, mais des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui n'étaient pas gays identitaires, des primo-arrivantes, je vais en parler à la diapositive d'après, des personnes qui sont dans des situations à risque quand elles retournent au pays, des prostituées ou des personnes qui sont victimes de traite humaine. Et dans tous les cas, il a fallu plusieurs consultations, une temporalité très longue pour arriver jusqu'à la PrEP. Et là, ça change radicalement de l'expérience que j'avais avec les HSH à Saint-Louis, où on était dans une temporalité très immédiate, quasi de consommation. Je me souviens au tout début de la RTU d'un homme qui est venu me voir en première consultation PrEP et il n'avait pas fait sa sérologie VIH, il n'avait pas de dosage de créatinine. Quand il a compris que je n'allais pas lui délivrer le Truvada ce jour-là, son visage s'est décomposé et il m'a dit cette phrase très bizarre, mais c'est la Fashion Week. Et alors là, on n'est pas du tout dans la même chose au Cégide de Montreuil et au contraire, pour nous pouvoir parler de PrEP, il nous faut beaucoup de temps et il faut entendre des problématiques qui sortent du cadre du Cégide. Je vais essayer de l'illustrer juste après. La question, c'est la PrEP est-elle une proposition acceptable pour ces populations qui ne sont pas en demande et quelle est la faisabilité du suivi? Donc je suis sortie des personnages Playmobil de Constance Delogère et j'ai essayé d'illustrer, mais on peut changer les flèches et changer l'ordre des personnages, c'est juste une configuration possible du paysage un petit peu diversifié qu'on a à Montreuil. Les femmes primo-arrivantes sont d'autant plus vulnérables au VIH qu'elles ont fui des menaces ou des violences dans leur pays d'origine, qu'elles ont vécu une forme très organisée, très systématique de violence dans les pays qu'elles ont traversés, notamment en Libye, et qu'elles sont isolées quand elles arrivent sur le sol français en Île-de-France. Je vais prendre l'exemple de Djeneba, qui est une femme malienne, qui m'a été adressée par l'unité de réparation des mutilations sexuelles féminines pour un traitement post-exposition. Elle était au-delà du délai pour le TPE et elle pleurait dans mon bureau en extirpant de son sac à main une tonne de préservatifs qu'elle a répandus sur le bureau devant moi en disant « mais je fais tout ce que je peux et ça craque et en plus de tout le reste, je vais avoir le VIH ». Et cette femme avait été excisée à l'âge de 15 ans, elle s'était débattue, et elle a une fistule vésico-vaginale séquelaire de son excision, et elle avait été excisée en vue d'un mariage forcé, dont elle a 2 enfants qui ont aujourd'hui 8 et 2 ans. Et quand son mari est mort, elle a refusé le lévira, c'est-à-dire le mariage avec le frère aîné de son mari, dont elle aurait été la 4e épouse, ce qui lui a valu des violences extrêmement brutales de la part de sa famille et belle famille, avec des brûlures, des coups. Elle a été exfiltrée par une sœur qui lui a payé son visa et qui, depuis, l'héberge en Île-de-France, mais qui l'exploite complètement. Elle fait le travail de cette sœur comme femme de chambre dans un hôtel Ibis. Elle doit gérer sa maison comme Cendrillon, c'est-à-dire quand elle rentre le soir, elle doit faire toutes les tâches ménagères et elle doit aussi s'occuper de son fils. Et parallèlement, elle est rackettée par la personne qui a la garde de sa fille à Bamako et qui lui demande une somme croissante de mois en mois pour assurer la scolarité de sa petite fille, qui est très importante pour elle. C'est ce qu'elle m'avait dit le premier jour quand on s'est rencontrés, parce qu'elle ne voulait pas que sa fille fasse la pute comme elle faisait la pute pour subvenir à ses besoins. Elle était donc dans une grande précarité et elle se prostituait de façon assez exclusive avec un homme qui lui apportait un complément de revenu pour envoyer les fameux 100 000 CFA mensuels à la personne qui s'occupait de sa fille à Bamako. On a eu tout un parcours de contraception, on a essayé différentes méthodes et finalement elle voulait la pilule et elle est venue me voir d'ailleurs avant-hier, cette patiente, j'avais fini déjà le diaporama, parce qu'elle avait peur d'être enceinte et en fait quelqu'un lui a dit que si elle avait une grossesse, elle pourrait être hébergée par le SAMU social et dans un moment de désespoir, elle a arrêté sa pilule et elle a espéré tomber enceinte pour pouvoir s'arracher à l'environnement dans lequel elle est. Son hébergeante ne lui donne pas les clés de chez elle, donc elle attend des heures sur le palier. Enfin, c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Et là, elle venait me voir en catastrophe parce qu'elle me dit si je suis enceinte, je veux le savoir parce qu'en fait, ce n'est pas du tout possible, je ne peux pas soutenir une grossesse aujourd'hui. Elle n'était pas enceinte. Et on a posé un stérilet. Donc elle est sous tenofovir emtricitabine depuis quelques mois. Elle a eu un entretien extrêmement éprouvant à l'OFPRA et elle a enfin une couverture maladie et un pass Navigo, ce qui permet de se déplacer en Île-de-France et qui lui évite d'avoir peur de se faire arrêter à chaque fois qu'elle vient consulter à l'hôpital. Alors des femmes comme Djeneba, on en a quelques-unes et ça me traverse, à chaque fois que je les vois, je me dis que si je les prenais chez moi, dans ma fameuse maison avec le poêle à bois à Montreuil, elles n'auraient pas besoin de prendre de la PrEP. Et je trouve que c'est un peu compliqué d'être dans cette position de médicaliser la précarité.
Les hommes originaires d'Afrique subsaharienne sont exposés à des risques qui sont un petit peu différents et qui surviennent à différents moments de leur migration. Il y a les risques dans les pays d'origine, avec des violences dans des situations de guerre, de conflit. J'ai un patient qui a été multiviolé au Tchad et qui est aujourd'hui dans une sexualité qui a été transactionnelle quand je l'ai connu et qui est maintenant consentie, mais avec des liens d'emprise très forts. Il a des rapports sexuels, lui, avec des hommes. Il y a des hommes qui ont vécu ces formes de violence extrêmement systématisées, institutionnalisées en Libye, et qui en gardent des séquelles très fortes. Certains sont désignés par leur communauté comme des homosexuels parce qu'ils ont vécu des rapports anaux réceptifs contre leur gré. Et j'ai aussi des patients qui ont vécu des violences à leur arrivée en France. Je pense à un patient congolais à qui on avait promis qu'il viendrait jouer au foot en France, et son entraîneur l'a séquestré à l'arrivée, l'a multiviolé, ça a duré une quinzaine de jours. Après quoi, il a réussi à porter plainte, ce qui lui a valu, mais dans un temps très long, une régularisation. Il a été lui aussi en situation de prostitution pendant plusieurs mois, et maintenant il a des rapports avec des femmes, mais avec une sexualité extrêmement désorganisée, à haut risque, avec des partenaires multiples. En ce moment, il a 4 partenaires féminines en même temps, il ne s'y retrouve pas du tout. Et donc tout ça, c'est marqué par des vécus traumatiques qui sont liés en partie à des parcours migratoires. J'ai une autre catégorie de patients, et j'ai regardé parce qu'on pose systématiquement la question lors de la première visite au Cégide de l'année d'arrivée en France. Et c'est des années d'arrivée là entre 74 et 93. Donc c'est des hommes beaucoup plus sédentarisés, qui sont tous en situation régulière, la plupart travaillent. Ils sont presque tous mariés. Il y en a un qui parle de sa femme en disant « le cerbère ». Et ils ont des prises de risques très ponctuelles au moment de voyage dans leur pays d'origine, où ils entretiennent un peu le mythe de la réussite migratoire française. Et là aussi, ça pose beaucoup de questions de les mettre sous PrEP, ce fameux combo Malaron-Truvada qu'on fait au moment où ils partent au pays, parce que je ne sais pas très bien comment on se positionne dans le renforcement des inégalités de genre quand on leur permet une sexualité comme ça, extrêmement orgiaque sur une période courte, sans préservatif. Il y en a un qui est rentré dans une procédure de vasectomie avec les urologues de l'hôpital, parce qu'il m'a expliqué que comme ça, son deuxième bureau, c'est comme ça qu'il l'appelle, à Abidjan, aurait plus du tout prise sur lui, parce qu'elle ne pourrait pas lui faire un enfant, et elle ne pourrait pas lui transmettre le VIH. Donc il pourrait avoir une sexualité sans préservatif tout à fait détendue. Et un patient congolais qui me dit qu'au Congo, elles sont beaucoup plus cool avec le préservatif, et que maintenant qu'il y a la PrEP, il va s'en donner à cœur joie. Donc voilà, ce n'est pas si facile que ça non plus pour nous de nous positionner. Et enfin, une troisième catégorie d'hommes originaires d'Afrique subsaharienne, qui sont ces hommes qui ont des rapports ponctuels, parfois furtifs, avec des hommes, et une vie tout à fait cloisonnée homosexuelle, avec par ailleurs un mariage correspondant aux normes sociales, correspondant aux attendus familiaux. On les voit très peu, mais quand on les voit, eux, on les met sous PrEP, parce qu'ils sont très à risque dans une sexualité qui est parfois honteuse et qui est du coup moins protégée qu'une sexualité probablement plus assumée homosexuelle. Je vais dire un mot des femmes nigérianes victimes de la traite. Alors ça mériterait une présentation à elles toutes seules, mais je n'ai pas le temps, donc je vais faire juste quelques éléments, quelques points de repère qu'on a identifiés. D'abord, c'est des femmes qu'on ne voit pas dans le fil actif VIH. Moi, j'en ai aucune à Montreuil. Et pourtant, elles sont très exposées, en tout cas par un nombre de rapports sexuels élevés dans des conditions extrêmement difficiles. Nous, elles se prostituent dehors, dans le bois de Vincennes, la nuit, sans lumière, dans des sous-bois. Elles viennent énormément pour des ruptures de préservatifs et pour des IVG. Et quand on les approche, hors les murs, dans les murs, ou par le biais du très beau travail qui est fait par Aide sur notre territoire, certaines reviennent. Celles qui reviennent au Cégide, elles continuent à revenir après. Et elles investissent le lieu, elles viennent presque toujours quand c'est fermé ou quand on veut fermer, jamais le jour convenu. C'est des consultations qui sont éprouvantes, qui sont longues, qui sont en anglais, avec plein de somatiques au premier plan qui peuvent être des somatisations ou qui peuvent être des réelles difficultés satellites, des problèmes de dents, enfin des choses sur lesquelles moi je n'ai pas beaucoup prise, mais on est dans un hôpital donc on arrive à les aider. Elles ont une vision extrêmement hostile, extrêmement suspicieuse vis-à-vis de la contraception. Et c'est tout un travail, et je crois qu'il faut qu'on développe des éléments de langage adaptés pour qu'elles puissent bénéficier de contraception sans avoir peur de devenir stériles. Elles font énormément d'IVG. J'ai découvert qu'elles faisaient beaucoup d'IVG sauvages. Et donc maintenant, il faut réussir à les mettre dans l'IVG médicale à l'hôpital avant qu'elles prennent 25 comprimés de Cytotec à Château-Rouge et qu'elles arrivent en hémorragie aiguë, comme ça nous arrivait beaucoup au début. On arrive à les vacciner assez bien, à leur faire leur frottis quand elles sont en âge, et elles bénéficient toutes d'une consultation avec l'assistante sociale pour l'accès aux droits quand elles n'ont pas d'accès aux droits, ou pour suivre la demande qu'elles ont fait d'asile à l'OFPRA quand elles l'ont déjà déposée.
Dans tout ça, la PrEP arrive très tard dans le parcours de soins, et j'ai mis qu'il y avait un biais de prise en charge sur ma diapositive, parce qu'il me semble quand même que ça rejoint ce que disait Zoé. Quand on les voit en PrEP, on ne les voit pas très longtemps en PrEP. Alors, est-ce que c'est parce que celles qui arrivent jusqu'à la PrEP sont celles qui ont déjà réussi à solliciter du soutien associatif, à mobiliser des ressources, ou est-ce que c'est parce que dans la prise en charge de PrEP, on les aide à pouvoir porter plainte, dénoncer leur réseau, avoir accès à un logement par l'Amicale du Nid, par les Amis du Bus des femmes? Est-ce que c'est un peu des deux? En tout cas, c'est des prescriptions de PrEP qui durent quelques mois, en partie aussi parce qu'elles sont très hostiles à la prise du médicament et que c'est très difficile d'envisager de prendre longtemps un comprimé tous les jours. Elles sont très demandeuses de long-acting, ces femmes-là. Enfin, elles ne l'appellent pas comme ça, mais enfin, c'est quand même ça que recouvre leur demande. Et je me rappelle d'une femme nigériane qui était venue à sa consultation de M1, le bonjour, à l'heure, en ayant fait son bilan, et en m'expliquant fièrement qu'elle avait super bien suivi le schéma de prise quotidienne. Elle avait fait un petit bâton par jour, elle avait pris 30 jours de comprimés. Et elle me regarde avec un visage rayonnant, elle me dit « Je peux arrêter maintenant ?» Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'elles arrêtent, mais aussi parce que voilà, si elles sont un peu moins contraintes et si elles ont un peu plus de choix, on y reviendra dans la conclusion, leur choix, c'est probablement pas d'être exposées au VIH comme elles le sont. Du coup, pour résumer, le paysage de la PrEP à Montreuil, ça ressemble à ça. Les personnes, en tout cas, hautement vulnérables au VIH qu'on voudrait mettre sous PrEP et qu'on arrive parfois à mettre sous PrEP. Et le risque de VIH est majoré et la perception, la prise en charge de ce risque est oblitérée par tout un tas de contraintes, de paramètres qui viennent interférer. Avant tout, le logement. Tant qu'on n'a pas de logement stable, c'est extrêmement difficile d'être dans une dynamique de prévention. Le pass Navigo, j'en ai déjà parlé. C'est difficile d'honorer des rendez-vous quand on a peur de se faire arrêter dans les transports en infraction. Le titre de séjour, alors on peut donner aujourd'hui la PrEP en France à des gens qui n'ont aucune prise en charge, mais en revanche, ils ne peuvent pas accéder à des activités génératrices de revenus, et donc il y a des impératifs de survie quotidienne qui viennent prendre le pas sur la consultation, les contraintes du suivi biomédical. Les enfants, beaucoup. Pour les femmes, c'est pour ça que je l'ai mise entre deux femmes, que ce soit les enfants restés au pays ou les enfants qui sont avec elles. J'ai passé des consultations entières à être au téléphone avec la mairie pour essayer de scolariser un enfant alors qu'il n'y avait pas d'extrait d'acte de naissance de moins de 3 mois ou d'autorisation signée du père qui avait disparu depuis longtemps. La contraception, j'en ai déjà parlé. Les grossesses qui surviennent, on a eu 7 ou 8 grossesses dans les bilans J0 de PrEP. L'homophobie et la criminalisation de l'homosexualité dans les pays d'origine. L'homophobie en France aussi, on l'a vu avec la manif pour tous, on n'est pas très bon non plus. Et puis l'utilisation de chemsex pour la population HSH. C'est ma dernière diapositive. Et je voulais juste dire un mot de la récurrence des biographies traumatiques dans nos patients sous PrEP, que ce soit d'ailleurs les patients migrants ou les patients HSH. Je suis frappée par la fréquence d'individus qui ont été assignés à une position d'objet dans le passé et qui du coup répercutent dans leur sexualité, y compris dans leur sexualité soi-disant consentie, un défaut de protection vis-à-vis de l'autre, une difficulté à discerner son propre désir. Et ça se traduit par des passages à l'acte sous-produits, plutôt de l'alcool chez les migrants et du chemsex chez les HSH. Et je me demande si on n'aurait pas intérêt à questionner davantage ce passé traumatique dans l'hypersexualité de certains de nos HSH pour leur proposer une prise en charge adaptée. Et la conclusion, c'est que la réponse à la vulnérabilité ne peut pas reposer entièrement sur la PrEP. La PrEP est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et l'objectif des consultations de prévention du VIH, c'est d'accompagner les personnes dans leur choix. Merci, docteur. Ah, malheureusement, j'ai une phrase, parce que j'y tiens beaucoup. Pour que les personnes puissent faire des choix, il faut de l'engagement politique. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, pour que nous, on puisse les aider, pour qu'on puisse les aider dans leur choix. Voilà.